Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour et bienvenue à tous sur votre nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview. Comme d'habitude, je me trouve aujourd'hui avec mon ami Augustin Gabel. Comment ça va, Gus? Très bien, et toi, Elio? Eh ben, ça va très très bien. Premier épisode, non, deuxième épisode d'où j'enregistre depuis les États-Unis, hein. On est dans le cru, donc très heureux de ça. Et aujourd'hui, gros morceau, hein. On va parler d'une équipe hors Power 5. On va se diriger vers l'American Athletic Conference, donc dans le groupe of 5. Mais c'est une équipe, spoiler, qui est allée en playoff l'année dernière. C'est Cincinnati, bien évidemment. Donc gros morceau. Et puis on va l'attaquer tout directement avec la saison 2021. Alors au niveau du bilan, c'est 13 victoires, une défaite, Cincinnati. 9 victoires pour 0 défaite en AAC. Il y a évidemment cette victoire à Notre-Dame, victoire à Indiana également, victoire face à UCF et Houston en finale des AAC. Direction les playoffs, on militait pour ça. C'était la première équipe du groupe of 5 de l'histoire à aller en playoff, en playoff, voilà, tout simplement. Ils ont fait ce que UCF n'avait pas réussi à faire en 2017. Ouais, exactement. Mais il a fallu 2 saisons à Cincinnati pour Ouais. le faire. Deux excellentes saisons. On a une défaite en demi-finale des playoffs face à Alabama au Cotton Bowl, 27-6. Euh, Cincinnati qui s'était franchement qui s'était bien défendu, mais voilà. Une attaque un petit peu inexistante leur a fait perdre le match. On attendait beaucoup plus de l'attaque et finalement c'est la défense qui s'était à peu près illustrée lors de cette confrontation. C'est dommage, mais on va tout de suite analyser si Cincinnati a l'occasion de retourner en playoff l'année prochaine. Et déjà, ça démarre avec tous les mouvements d'intersaison, Gus. Parce que l'intersaison des Bearcats a été très mouvementée, à commencer par un changement de conférence, puisque Cincinnati va rejoindre le Power 5 avec la Big 12. Vous savez, la Big 12 en ce moment, enfin cette année, a cherché des nouveaux membres avec le départ de Texas et Oklahoma pour la SEC. Donc avec UCF, Houston et BYU, les Bearcats rejoindront la Big 12 dès 2024. 2024, c'est la fin en fait du contrat qui les lie avec l'AAC. Mais ils voudraient faire ça dès 2023, moyennant du coup une indemnité. Je pense que ça va se faire. Bon voilà, on a un petit doute quant à la date d'arrivée en Big 12. Mais surtout, il y a eu des départs de coach. En général, c'est logique quand tu sors des saisons comme ça, tu te fais un petit peu dépouiller par les autres programmes du pays. Je suis obligé de tous vous les citer parce que ça montre vraiment, on va dire, l'année que vient de faire Cincinnati. L'offensive coordinateur Mike Denbrock part à LSU prendre le même poste d'offensive coordinateur. Il sera remplacé par Gino, je ne sais pas le prononcer en italien, Elio, tu m'aides un petit peu puisque toi, tu es Rital. Ouais, je suis italien parce que j'ai déjà commandé une carte fromage un jour chez Tony, à la pizza chez Tony d'Aguenau avec Mojo, hein. Dageno. Ouais. C'est Guy Dougli. Non, Guy Dougli. Gino Guy Dougli. Ah ouais, c'est plus vietnamien là, comment tu le dis? Nguyen Guy Dougli. Donc voilà, qui était le quarterback coach l'an dernier. Départ aussi très important, le coach des special teams, Brian Mason, rejoint Notre-Dame. Il était très reconnu dans le milieu, notamment pour ses qualités de recruteur et parce que il avait une approche assez originale en fait des special teams. Ça s'est directement ressenti dans les stats puisque Cincinnati était l'équipe qui compterait le plus de ballons sur les field goals. Et aussi l'excellent coach des cornerbacks Periliano qui est parti à Ohio State prendre le même poste. Enfin, Periliano, on en parlera après, mais c'est celui qui a formé les Kobe Bryant, Brian Cook et évidemment Sauce Gardner. Les deux seront remplacés respectivement par Kerry Coombs. Kerry Coombs, donc au poste de cornerback, et il s'occupera aussi de la special team, qui était l'ancien coordinateur défensif d'Ohio State. Et aussi, il faut noter le départ du coach de la D-line, Craig Scruggs, qui devient assistant defensive line coach aux Jets, qui lui aussi a fait les beaux jours, on va dire, de la défense des Bearcats. Hein, je pense notamment à Mijay Sanders, mais on aura le temps d'en reparler. Mais le principal dans tout ça, Elio, c'est qu'ils gardent leur head coach, Luke Fickell, qui a même prolongé jusqu'en 2028.
alors que beaucoup de programmes le voulaient. Notre-Dame, USC, bref, il était annoncé un petit peu partout avec ce coaching carrousel de ouf que nous avons vécu. Évidemment, ça s'est accompagné d'une augmentation de salaire, 5 millions d'euros et des poussières, mais surtout une grosse enveloppe pour payer son coaching staff de plus de 5 millions de dollars. Euh, c'est un signe que Cincinnati euh, a les moyens en fait de devenir une grosse équipe du Power 5. Et moi j'aime beaucoup ce move parce que voilà, Cincinnati c'était pas un feu de paille ces 2 dernières années et les Bearcats s'inscrivent vraiment dans la durée. Reste que Helio, ils ont perdu beaucoup de joueurs en 2022. 9 joueurs ont été draftés, donc il va y avoir un gros renouvellement d'effectifs. Comment ça va se passer notamment en attaque? Déjà, ouais, tu l'as bien dit, 9 joueurs draftés, dont bien évidemment Ahmad Sauce-Gardner, le cornerback, au 4e choix de la draft. Donc, je pense que il me semble de tête que c'est le choix le plus haut pour un joueur de Cincinnati à la draft. Il est parti chez les New York Jets. Et on a en tout 5 joueurs qui sont partis sur les 3 premiers tours de la draft, hein. C'est pour dire la qualité des départs. Au niveau de l'attaque cette année, en parlant de qualité de départ, on a bien évidemment Desmond Ridder qui est parti chez les Atlanta Falcons au 3e tour de la draft, qui a été le 2e quarterback sélectionné cette année. Il a été 2 fois AAC Offensive Player of the Year. Il a lancé sur sa carrière, il a été 4 années titulaire, hein. Il a lancé plus de 10 milliards, 87 touchdowns, plus 28 touchdowns à la course. C'est le meilleur quarterback de l'histoire du programme, donc ça va être assez difficile de le remplacer. On a une concurrence entre 2 QB qui se profilent. Alors on a Evan Prater, le sophomore, qui a pu lancer 2 ou 3 touchdowns, je crois, l'année dernière, qui sera le remplaçant. Enfin, qui normalement est celui qui doit reprendre le flambeau, en tout cas pour devenir un bon quarterback pour le programme, hein. C'était le 6e quarterback du Alfred en 2020, mais surtout, ça c'est au composite, mais selon de 247 Sports, qui est pour moi quand même la meilleure référence actuelle, Ouais. c'était le 2e meilleur du Alfred quarterback, donc c'est excellent. Et Et c'était juste, surtout, on rappelle, Elio, vite fait, qu'aujourd'hui, 247 ne fait plus la distinction entre quarterback double menace et quarterback pro style. exactement, ouais. Là, c'était la notation de 2020. À partir de 2021, ça avait changé. Mais 2020, on avait toujours Pro Style et Dual. Donc, Dual, hein, c'est un quarterback qui sait courir également. Et c'était le 3e meilleur joueur de l'Ohio. On sait que l'Ohio, c'est un gros pipeline aussi. Donc, ça veut dire que c'était très, très fort, très grosse recrue pour Luke Fickell. Mais cependant, Evan Prater n'a pas. On lui a pas tout mis dans les mains d'un seul coup. Il y a quand même le retour d'un ancien justement de Cincinnati, Ben Bryant, qui est un super senior. Alors il avait transféré de Cincinnati parce qu'il était numéro 2 derrière Ryder. Il avait transféré à Eastern Michigan. Il a réussi à faire une belle saison du côté d'Eastern Michigan. 3100 yards, 14 touchdowns, 7 interceptions. Il a une expérience de QB titulaire par rapport à Prater. Donc, selon ce qui se dirait chez les insiders, c'est que Ben Bryant pourrait starter la saison. Après, ce qui tiendrait la corde pour toute la saison, ça, c'est vraiment pas sûr. En tout cas, on sait très bien que c'est Van Prater qui est promis au futur. Et encore une Ouais. fois, si Prater il voit pas le terrain pour 2022, est-ce qu'il transférerait pas? Est-ce que ceci, Non, est-ce non. que cela? Donc, à mon Non, avis, parce qu'il arrivera en Big 12. Donc pour moi, il est trop talentueux, en fait, si tu veux, pour qu'il prenne le risque de ne pas le faire jouer. Je pense qu'ils ne sont pas dans une approche court-termiste. Cette année, bon, on aura l'occasion d'en parler juste après, mais le but, c'est peut-être pas de gagner maintenant. Euh, Avec Prater, si tu le développes bien, tu t'assures un super futur à moyen terme. ouais, Voilà. totalement, totalement. Et puis pareil, qui attire des recrues qui ont envie de jouer avec lui. Pour ce qui est d'ailleurs du poste receveur, parce qu'il va falloir catcher des ballons, hein. On a Alec Pierce, le receveur principal, qui est parti au second tour de la draft chez les Colts, qui était le meilleur receveur l'année dernière, 900 yards, 8 touchdowns. Il sera aussi accompagné chez les Colts par Michael Young, qui était le 3e ou 4e meilleur receveur la saison dernière, qui on connaissait, qui pour ses catchs assez exceptionnels d'ailleurs. Pour la petite anecdote, c'était quoi, il y a un an et demi, on avait posté la vidéo d'un de ses catchs en disant que c'était assez incroyable. Et en fait, je sais pas, la vidéo avec le compte The Trick Play, hein, sur Twitter
Twitter. Et la vidéo a commencé à tourner. Et puis, c'est son pote Justin Jefferson, et oui, le receveur, l'ancien d'LSU et le receveur actuel des Vikings, qui a retweeté notre vidéo en disant je sais plus quoi, en félicitant Michael Young. Et Michael Young aussi avait Et retweeté d'ailleurs, notre vidéo. Enfin, c'était assez sympa. et deuxième anecdote, Michael Young a commencé sa carrière à Notre-Dame et lors d'un bowl, je crois que c'était le Citrus Bowl en 2017, il avait fait la misère à Grant Delpit, qui est aujourd'hui aux Browns. Et à Greg, non pas Greg Newsome, comment il s'appelait là, tu sais, l'autre cornerback de LSU qui était tout queuse. Euh, tu sais, qui a annoncé premier Christian tour. Fulton. Non, Christian non, 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 Fulton. c'était encore avant, il est Greedy Williams, voilà, Greedy Williams. Ah, ah oui, à l'époque, oui. Ah oui, Greedy Il Williams, les qui est avait chez. fumés, Bah, Delpit et Williams qui sont chez les Browns, hein, les deux, voilà, actuellement. il Voilà. les avait fumés. Donc, Michael Young, d'ailleurs, avec les Colts, je ne sais pas s'ils affrontent les Browns cette année, mais pourquoi pas leur refaire la misère? On ne sait jamais. En tout cas, ces receveurs seront remplacés par le receveur junior Tyler Scott et le receveur senior Trey Tucker, hein, qui cumule milliards et 7 touchdowns à eux deux. Voilà. Bon, il y a quand même des joueurs qui ont vu le terrain et qui seront de retour. Au niveau du post tight end, on a Chamon Metayer qui va remplacer Josh Wald, qui lui est également parti, hein. C'est un freshman Metayer, mais qui a beaucoup, qui est bien attendu, enfin qui est très attendu, excusez-moi. Tout pour ce qui est de la course, parce que pareil, il va pas falloir que se reposer sur la passe. On a Jerome Ford qui est parti, lui, chez les Cleveland Browns, justement, à la draft au 5e tour. Il avait été auteur de 1400 yards et 19 touchdowns à la course. Donc, énorme perte, hein, on le sait très bien. Sauf que en retour, quand même, c'est pas si mal. C'est pas si mal pour remplacer. On a déjà Corey Kinner qui arrive en transfert de LSU, qui était un ancien top 200 lycéen et top 10 running back lors de sa QV au lycée. Il y a 4 running backs différents qui sont possibles pour jouer. Il y a Ryan Montgomery qui est de retour, qui avait été auteur de 312 yards et 3 touchdowns la saison dernière et qui est le principal returner de l'équipe. Et il y avait un autre Montgomery, je ne sais plus son prénom, mais en tout cas qui lui jouera les third down. Voilà. C'est assez complet la Tout running back ça, room. tout Ouais. ça derrière une O-line de ouf. Ouais, ouais, tout ça derrière une très bonne O-line parce qu'il y a 5 starters de retour, qui étaient d'ailleurs les 5 starters au Cotton Bowl. Plus ils ont ajouté des joueurs pour la rotation. Voilà, il y a un très bon nouvel offensive line coach qui est Mike Cummings. Euh, Alors Cummings, c'est vraiment une grosse addition, hein. Il a fait 3 ans à Central Michigan et Central Michigan a eu les meilleures stats offensives de la MAC l'année dernière. Tout ça, enfin, en grande partie grâce à la O-line. Et pour citer un nom, un certain O-line qui s'est développé sous la houlette de Cummings, c'est Bernard Herrmann, donc l'Autrichien qui a été drafté, je crois, au 3e tour par les Colts, enfin, qui était attendu assez haut, mais vraiment qui a eu un développement assez fulgurant. Voilà, et tout ça grâce à Cummings. Cummings qui a d'ailleurs, hein, fait jouer les joueurs de la O-line un petit peu à des postes différents. Il a un petit peu fait alterner les tackles, les guards, etc. pendant les spring practice pour voir si justement il n'y a pas des joueurs qui peuvent se développer à des nouveaux postes. Donc ça montre bien quel genre de coach il est et ce qu'il peut créer avec cette O-line. Augustin, la défense, est-ce que elle ne va pas trop subir les pertes qu'il y a eu pendant l'intersaison? Au niveau de la défense, Elio, c'est le même discours. Évidemment, ils ont perdu des joueurs au niveau de toutes les lignes, à commencer par les linebackers avec Darian Beavers, mais on voit le retour de Dishon Pace, euh, linebacker, mais ancien safety, qui a réalisé l'an dernier 4 interceptions et 9 plaquages pour perte. Au niveau des DB, il y a un trio irremplaçable qui est parti, Sauce Gardner, Brian Cook et Kobe Bryant. Sauce Gardner, numéro 4 de la draft, Brian Cook, un safety qui est parti au second tour, et Kobe Bryant, le vainqueur du Jim Thorpe Award, récompensant le meilleur DB universitaire. Donc voilà, ça fait beaucoup de joueurs à remplacer, mais cette défense a été beaucoup plus bonne qu'on le pensait pendant les spring practice et notamment le spring game. Elle a laissé très peu de temps au quarterback Prater et l'autre dont j'ai oublié le nom, mais, voilà, Ben Bryant. Euh, donc voilà, je pense qu'on aura des bonnes surprises en défense. Fickel est un très bon coach et je vois pas pourquoi des joueurs ne devraient pas se révéler cette année. Il faut surtout parler, je crois que c'est la première fois depuis qu'on a commencé les previews, mais des kickers, parce qu'en 2021, Cincinnati était l'avant-dernière pire équipe du pays en pourcentage de field goal réussi avec 48%. Juste Northwestern faisait pire. Ils sont donc allés chercher un kicker de Delaware beaucoup plus performant et beaucoup plus précis. De ce côté-là, ça va être très important parce que je pense que, et on en vient maintenant, euh,
c'est important d'avoir un bon kicker dans des matchs serrés, tout simplement. Exactement. Le truc, c'est que, alors vous, ça peut vous faire sourire quand vous entendez le kicker de l'université du Delaware ou ce genre de choses. Souvent, on entend des kickers d'ailleurs qui viennent de petites facs. Et quand vous regardez le pédigré des kickers qui sont en NFL, beaucoup viennent de petites facs. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le kicker est un poste sous-évalué. Donc les bourses des grosses universités ne sont pas utilisées pour les kickers. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand vous voyez des kickers dans des grosses facs, ils n'ont pas de bourse, hein. C'est des walk-on, tout ça, voilà. Donc souvent, les kickers, ce qu'ils font, c'est qu'ou bien ils vont dans une fac qui sont abordables au niveau du prix, parce que c'est des simples étudiants quelque part, ou bien ils vont près de chez eux. Donc ça peut être une petite fac. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que les bons kickers ne sont pas forcément dans les grosses facs. Et Ah, c'est le pour ça meilleur que c'est exemple, c'est Alabama. oui, bah oui, totalement, oui. Alabama, pendant Oui. 10 ans, a perdu, bon, j'allais dire un nombre incalculable de matchs, non pas du tout, mais les matchs qu'ils perdaient, en général, c'était souvent à cause des kickers. Et là, maintenant, les grosses équipes commencent à mettre des bourses sur les kickers et Ouais, ça va beaucoup mieux. de plus en plus parce qu'elles se rendent compte, bah ouais, tu peux gagner un match grâce à ton kicker, en effet. Donc voilà, enfin ça c'est un bon move de la part de Cincinnati. Mais du coup, il y a une grosse question qui se pose après tout ça, c'est qu'un programme comme Cincy, est-ce qu'il peut se permettre d'avoir autant de départs? Parce que finalement, on n'est pas sur un gros programme de Power 5. Qu'est-ce que t'en penses, Gus? C'est un peu compliqué là, la situation là. Bah, déjà, tout simplement, non, il peut pas s'en remettre parce que Cincinnati sort de 2 années historiques et logiquement, bah, le programme a envoyé plein de joueurs en NFL, a perdu plein de coachs, offensive coordinateur, défensive coordinateur, Denbrock et Marcus Freeman à Notre-Dame, que des joueurs stars, Garner, Desmond Ridder, le quarterback titulaire depuis 4 ans. Tu peux pas tout remplacer tous ces mecs. Mais d'un côté, ça montre aussi que le programme a franchi Elio, un palier, j'ai envie de dire, parce que là, à tous les niveaux, mais vraiment partout, le programme a montré qu'il était bon chez les coachs, chez les joueurs. Euh, c'est un programme qui a été demandé par la Big 12. La Big 12 l'a attiré dans ses filets pour rejoindre la conférence. Tout ça, ce sont des marques que Cincinnati est un programme qui maintenant compte. Et en fait, tout ce turnover, bah, c'est la conséquence logique de tout ça. Alors, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que Cincinnati va s'en remettre? Ils ne seront pas au niveau, clairement, de l'an dernier. Ils ne viseront pas les playoffs. Et puis même s'ils y arrivaient, enfin, il faudrait pour moi un cataclysme et ils se feraient rouler dessus. Mais reste que bah, Cincinnati recrute quand même mieux que les équipes en AAC pour leur dernière année ou leur avant-dernière année dans cette conférence. Et puis surtout, la concurrence en AAC est pas franchement énorme, Elio, parce que le calendrier, bon, là tu vas nous l'expliquer, est plutôt favorable cette année. Donc voilà. Bon recrutement, si on compare aux autres équipes de cette conférence, et un calendrier favorable. Ouais, je pense que c'est un calendrier un petit peu trompe-l'œil. Alors, il y a un premier match le samedi 3 septembre à Arkansas, donc déplacement Immanquable. très très difficile, ouais, immanquable, qui va mettre un petit peu aussi en perspective les saisons de ces deux équipes qui sont ultra intéressantes. Deuxième semaine, ça affronte Kennesaw State, hein, donc une fac très très forte où Ryan a évolué en tant que linebacker pendant longtemps. Troisième semaine, Miami dans l'Ohio, voilà. Et quatrième semaine déjà, plus gros morceau, Indiana à domicile à Cincinnati. Après, on a du déplacement à Tulsa, on a du déplacement à SMU et UCF qui vont être assez compliqués. On a aussi un match face à Navy qui est toujours un petit peu coup près, puis ça terminera la saison, hein. Il y a deux équipes, ça terminera la saison contre Tulane. Au niveau des pronos, alors je vais donner les miens, je vais donner un petit peu comment je vois la saison 2022 de Cincinnati. Et ensuite, Augustin, tu feras pareil. Moi, je vois 10 victoires, 2 défaites. Alors, défaite en week 1 face à Arkansas, ça va être compliqué. Ça va être du côté d'Arkansas. On sait qu'ils reviennent avec pas mal de retours, les Razorbacks, même s'ils ont perdu deux ou trois gros éléments. Euh, et une seconde défaite, ou bien face à SMU, ou bien face à UCF. Les deux matchs sont à l'extérieur. Deux défaites sont également possibles. Après, je sais que voilà, SMU, ils sont quand même sur une bonne lancée. Ils ont beaucoup de retours également. UCF, ça fait 1 an maintenant qu'ils sont sous Malzahn. On sait qu'il y a un développement qui se crée, donc pourquoi pas également.
voilà, je pense quand même que c'est un bilan très positif, 10 victoires, 2 défaites. Ça va être une saison de transition, vraiment une grosse transition même, mais c'est pas un calendrier terrifiant, donc je pense que déjà ça va un petit peu masquer certaines choses et puis moi, je me fais pas trop de soucis pour Cincinnati, hein. Ça va devenir une machine assez solide sur le long terme. Fickell, il est excellent pour programmer le futur. On le voit avec les commits qu'il y a eu, hein. Là, même là, il y a eu 2 commits 4 étoiles. Il y a eu 7 transferts, donc 2 anciens 4 étoiles. Donc, c'est très solide pour de la SI. Et puis, Luke Fickell, il a cette expérience de renouvellement parce que finalement, il a travaillé, il a été défensif coordinateur pendant très longtemps du côté d'Ohio State. Il connaît des équipes qui ont énormément de départs de gros joueurs. Alors, bien sûr, tu ne remplaces pas avec la même qualité quand tu es à Ohio State qu'à Cincinnati, mais tu sais faire. Tu sais faire, tu prends l'habitude et l'expérience de ça. Gus, comment tu vois cette saison 2022? Je vais pas répéter ce que tu as dit. Je rajouterai juste que c'est une année de transition avant de faire le grand saut en Big 12 et c'est une année de transition qui arrive au bon moment. Pour la dernière en AAC, vaut mieux la faire maintenant que lors de la première en Big 12. Donc voilà, tout arrive à point nommé. Je pense aussi que l'avenir est radieux pour ces Bearcats. Il y a vraiment quelque chose à faire. Luke Fickell est un stud, comme on dit. Il sera là encore jusque pendant longtemps. Je pense pas qu'il quittera le programme. Concernant mon prono, je pars sur 9 victoires et 3 défaites. Arkansas, UCF, je pense que ça va être très difficile d'aller gagner à la Boone South. Et je vois bien quand même un troisième match lâché à cause de tous ces départs qui fait perdre évidemment énormément d'expérience à ce roster. Voilà, Grande Cincinnati et on a hâte, encore une fois, n'oubliez pas, 3 septembre, la confrontation face à Arkansas du côté de l'Arkansas. Donc voilà, ça sera le très gros match pour donner le coup d'envoi de la saison de Cincy et d'Arkansas. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle preview. On vous fait tous des gros bisous. Salut tout le monde, salut Gus. Salut Elio, salut à tous.